À l'époque, le stade, il était anonyme, quoi. Il était complètement à part. Enfin, on n'en parlait pas, quoi. Il n'y avait pas à l'époque cet engouement du public comme elle existe aujourd'hui auprès du Stade Toulousain. Toulouse, c'était la belle équipe qui jouait, qui avait fait une finale en 80, mais il n'y avait pas. Moi, je ne me souviens pas, Toulouse, avoir eu un engouement spécial pour le Stade toulousain. Nous, à l'époque, quand on faisait 5000, c'était une belle recette, quoi. Le stade, c'était une équipe quelconque qui vivotait, voilà, qui n'avait pas eu de titre, mais les équipes à l'époque, c'était Béziers, c'était Agen, c'était tout ça, et le stade, c'était une équipe quelconque, quoi. Et il n'y avait pas une demande du public qui exprimait clairement, voilà, vous devez être champion de France. Ils ne nous mettaient pas de pression parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des résultats. Donc la pression est venue lorsqu'on a commencé à avoir des résultats. Elle n'était pas à ce moment-là. La popularité est arrivée derrière. Et 85, quand on a ramené le titre, parce que j'ai dit il n'y avait pas grand monde, mais là il y avait du monde, il y en avait partout. C'était plein de partout, c'était rouge et noir. J'avais jamais vu Toulouse dans cet état-là, quoi. C'était énorme, ils étaient devenus fous. C'était un truc de dingue, quoi, un truc de dingue. Quand on est en phase finale, on aborde le match comme si c'était une finale, hein, tout simplement. Donc on essaye de rentrer dans ce match, encore une fois, en se disant on est capable d'y arriver. De toute façon, pour être champion, il fallait battre tout le monde. Que ce soit les grands, les petits, même des fois, c'était plus difficile à jouer les petites équipes que les grosses équipes. Parce que comme quand on jouait Béziers, tout le monde était prêt, il n'y avait rien à se dire. On savait que c'était la guerre pendant 80 minutes et que si on voulait gagner le match, il fallait que dans le combat, on soit supérieur à eux. J'étais admiratif, jeune, et c'était mes idoles de jeu du Grand Béziers. C'est l'équipe qui jouait un rugby dynamique, pas très loin, pas très vite, mais un rugby de mouvement, mais dans des petits périmètres. Et il était très difficile d'y rentrer dans ces petits intervalles parce qu'ils vous faisaient repartir brillamment. À Béziers, vous avez le grand Estève, vous avez Palmier. Estève Palmier, il fallait vraiment se les faire. Il y avait des joueurs magnifiques comme Jacques Anthony, Henri Cabrol, Richard Haas, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que bon, à ce moment-là, Béziers, c'était les dernières cartouches de Béziers, de la SCV. C'était, voilà, ils n'avaient pas renouvelé le groupe, c'était encore une génération un peu ancienne, mais qui, malgré tout, quand même, tenait la route. Hein. C'était le repère à Béziers. Le jour où on est capable de rivaliser avec Béziers, ben à cette époque-là, ça voulait dire qu'on n'était pas loin du titre. Ce club n'est pas qu'une équipe, c'est une sorte d'institution dans ce département, aussi dans ce pays. Béziers qui a joué 15 finales et qui en a remporté 11, excusez du peu. C'est faramineux, c'est formidable. Alors le seul problème, c'est que moi, j'étais un sportif de Béziers. Donc moi, je vivais l'épopée biterroise. C'est-à-dire pendant 3-4 ans, un sportif à Béziers. Je suis monté dans le train des Biterrois c'était Bagnères, la finale de Bagnères dans les années 80. J'étais toulousain à fond. Mais en vivant, en faisant mon parcours scolaire à Béziers, je suivais Béziers automatiquement, en plus ils gagnaient. Nous, on a failli descendre. Il ne faut pas oublier qu'on a failli descendre. Qui c'est qui gagne à Tulle? Je ne me rappelle pas. Perpignan gagne un match à Tulle. C'est ça, c'est l'USAP qui est allé faire 3-3 à Tulle, dernier match. Et nous, pour se sauver par nous-mêmes, il fallait qu'on aille gagner à Valence dans la Drôme. On avait perdu. Et on avait perdu, puis pas perdu de 3 points, quoi. On a perdu 10-15 points, quoi. Heureusement, l'USAP est allé faire 3-3 à Tulle. On est sauvé par Perpignan, et c'est vrai qu'on est soulagé, mais c'est vrai qu'on n'est pas conscient à cet âge-là, je crois, de ce que ça représente en termes d'avenir. Tout ça a fait que, voilà, c'était obligé que les dirigeants changent et que Jean Fabre arrive. Ça a été le capitaine, il a été capitaine du Stade Toulousain, il a joué au Stade Toulousain. C'est quelqu'un de très brillant et voilà. Et autour de lui, il a construit une équipe pour aller dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que cette période en tant que joueur et capitaine a joué un rôle important après, quand j'ai été président. J'ai pu quand même détecter, c'était assez visible, les problèmes qu'il y avait.
Donc l'arrivée de Jean, c'est sûrement dans les coulisses, quelqu'un qui commençait à réfléchir à l'avenir, était plutôt dans l'anticipation, était plutôt dans qu'est-ce qui va faire en sorte que son club puisse avoir des résultats plus tard. Il y avait besoin de quelqu'un d'un patron, quoi. Je crois que Jean a été le patron qu'il fallait à ce moment-là. J'ai été chercher des banquiers, des gens qui étaient à l'armée, des fonctionnaires, tout ça, voilà, des entrepreneurs, pour qu'ils viennent au stade avec un objectif précis et puis une responsabilité qu'ils assumaient pleinement. Voilà, c'était cette recherche-là, comment arriver à alimenter la machine Stade Toulousain pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Ça a été le président qui a tout restructuré en fait, qui a permis cet essor après. Le projet de jeu s'articule avec le projet de club, c'est-à-dire convaincre les dirigeants que c'est ce rugby-là qui va nous amener au résultat. Donc il fallait avoir une vision prospective du rugby qu'on voulait mettre en place, en accord avec le projet de club qui était mené par le président, par Jean Fabre. C'est des gens qui avaient joué au rugby et qui avaient des idées sur l'évolution du rugby, sur l'environnement du rugby qui était un peu différente de nos anciens dirigeants. Moi, j'ai connu, quand j'étais joueur, des dirigeants qui veulent expliquer il faut faire ci, il faut faire ça dans le sport. Moi, quand je vois même actuellement des présidents qui interfèrent dans la partie sportive, bon, bien sûr, comme ils financent, peut-être ça leur donne, mais c'est pas la méthode du stade. C'est pas du tout, et je suis très heureux de voir que ça se perpétue. Je dois dire qu'on a eu une paix royale de la part à la fois des dirigeants et surtout de Jean Fabre pour mener à bien en toute liberté le jeu que l'on voulait réaliser. Pour avoir des résultats, il faut un projet. C'est-à-dire il faut quand même savoir quelle méthode d'entraînement on utilise, quelle méthode de recrutement on utilise, etc. Il y avait un changement total dans la mesure où il n'y avait pas besoin de recruter des grandes vedettes comme ils faisaient à l'époque. Quand ils allaient chercher Walter Spanghero, si on remonte le temps, il y avait un Sud-Africain, McDonald, enfin, il y avait plein de joueurs qui sont arrivés, Horton, qui est un Anglais, international anglais. Et là, c'était vraiment plus axé sur la formation, avec une vraie construction, même au niveau du stade, c'est-à-dire dans l'organigramme, on devenait professionnel en fait. On a fait un projet, quoi. C'est-à-dire qu'on a dit, pas dans 5 ans, faire un recrutement au niveau des cadets ou juniors, et on aide les jeunes qui viennent à se promouvoir, soit dans leurs études, soit dans leur situation. On crée donc un centre de formation professionnelle. Il y aurait un suivi s'il était à l'université, il y aurait un suivi s'il était au lycée, il y aurait un suivi s'il était dans un centre d'apprentissage. Voilà, ça c'était important pour mettre les joueurs à l'aise parce que c'est fondamental aussi voilà, quand on joue de ne pas avoir d'autre chose à gérer que le sport et puis sa situation personnelle. Jeannot était un novateur, quoi, hein, c'est-à-dire que c'est lui qui a fabriqué, entre guillemets, il y en a quand même qui sont passés, qui ont fait du boulot avant, hein, mais le Stade Toulousain, ce qu'il est aujourd'hui. Lopez pour Rouget Thomas, qui arme et qui passe le drop 3-0. Le Stade Toulousain ouvre la marque après 10 minutes et 21 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Ah, le beau coup de pied. Et ça passe 6-0 pour le Stade Toulousain. Le beau coup de pied de Michel Lopez. Eh bien, c'est pas le premier qui l'enquille cette année. Et les avants de Toulouse qui progressent, qui continuent de progresser. Oui, disons que le poids est du côté vitérois, mais la tonicité est du côté toulousain. Ah, je ne reconnais plus l'équipe de Béziers sûre d'elle-même et dominatrice de ces dernières années. Peut-être bien qu'il lui reste encore une mi-temps pour se refaire une santé, mais tout de même. Après, nous, on avait beaucoup travaillé, physiquement, on était meilleurs qu'eux dans cet affrontement dynamique, et je crois que là, ils ont été dépassés. Mais on essayait de démontrer qu'on était capable de courir, de passer le ballon. En fait, c'est là où on a pris conscience que passer un ballon, c'était pas un risque. Ne pas passer un ballon, ça devenait un risque. Et c'est vrai que les Vitérois, eux, jouaient beaucoup sur ces qualités-là du pack. Il fallait donc relever ce défi du pack et ensuite imposer notre style à nous,
On a été capable d'avoir tous nos ballons, de les jouer très vite. Je vois encore une touche là où on gagne le ballon en touche, on voit une vitesse. Et ils ont pas pu suivre, quoi. La prise de balle. Et attention à l'essai. Oui. C'est prêt. Ah, c'est un signe de supériorité incontestable sur une remise en jeu biterroise. Et bien la balle, elle est pour le Stade Toulousain. Et c'est de Claude Portelan. La force de l'équipe de Toulouse, c'était ses capacités collectives. C'est-à-dire que les avants étaient capables de marquer. Et je crois que Portelan avait marqué un essai sur un fond de touche. Je crois que c'est ou deux même. Voilà, vous me dites deux, mais je me rappelle deux. Récupération du ballon par Mazé. Portelan en force, aidé par tout son pack qui aplatit. Et l'essai est accordé. Oui, je me rappelle que c'était ces 2 fois de touche, Karjani qui dévie sur moi. Et puis bon, voilà, pourtant, il savait très bien comment on jouait. Il y avait Diego Minaro, il y avait le troisième ligne, je ne me rappelle plus. Il m'attendait, mais bon, sur l'élan, j'ai marqué 2 essais sur 2 fois de touche. C'est bizarre, mais c'est vrai que sur le coup, il n'en revenait pas. Il disait, c'est pas possible, comment on fait pour l'arrêter, quoi. Mais Claude, c'est. En le chambrant un petit peu, je dis il était feignant parce qu'il aurait pu avoir une carrière internationale incroyable. C'était un joueur d'un talent inimaginable. Il était très fort sur les bases. C'était le prototype, il a toujours été un prototype de pilier moderne. C'est capable de se déplacer, de courir, de passer les ballons, d'être excellent dans son domaine de prédilection qui est la mêlée. Donc on aurait pu le faire jouer presque à tous les postes. Donc c'est sûr qu'il était inspirant de ce point de vue-là et il servait de modèle aux autres. Et puis je me rappelle cette année-là aussi, j'avais beaucoup marqué des essais parce qu'on faisait la fameuse Jolimont. Et puis il était à 5 mètres, il tapait dans les mains et allez, on partait et toujours il donnait le ballon sur moi parce que bon, on marquait. Le rugby, il n'y a pas de secret. Pour être bon et beau derrière, il faut que devant, il fasse le boulot. Et là, voilà. Moi, je me souviens des plaquages de Thierry Mazet qui renversait, qui retournait. Bon, à l'époque, c'était autorisé. Armand Vacquerin, on aura des regroupements ou des trucs comme ça, quoi. On les avait, je crois, 21-0. 21-0 pour Toulouse devant Béziers. Alors qu'on voit les supporters biterrois qui quittent le stade déçus. Humiliation pour les champions de France qui n'arrivent même pas à sauver l'honneur. Quand tu exploses l'équipe qui a fait peur à tout le monde pendant des décennies, que tu les prends devant en plus, je pense que tu bascules, tu dis maintenant quand même, il va falloir venir nous chercher. C'est une forme de passation de pouvoir parce que Béziers a duré pendant 10 ans. Que c'est la fin d'un règne, qu'en direct on se rend compte. Enfin, c'est une histoire de fou parce que si tu te dis mais c'est dans un jeu vidéo, quoi. Tu te dis ce qui se passe là, c'est pas réel, quoi. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle s'est faite, quoi, à ce match, quoi. Et puis on les a bouffés, quoi. C'est que lorsqu'on est évalué devant les meilleurs, et lorsqu'on réussit, on est conscient qu'on est capable de réussir. Et ça, c'est fondateur dans ce sens. Et tu vois que c'est fini, quoi. Tu vois que tu as pris le dessus, quoi. Que tu te rends compte à cet instant-là que ça bascule. Par contre, on était heureux et on est encore fiers, même si ça va leur faire mal au cœur, de dire bon, eh bien, c'est à partir de là que Béziers a plongé, quoi. Et c'est la fin du match. Voilà, Monsieur Lamouli qui siffle donc la fin du match sur la victoire sans discussion possible du Stade Toulousain par 21 points à 0. Et il se passe un truc incroyable, c'est que après le match, donc on gagne 21-0. Je vais dans les vestiaires après le match, donc de Béziers, je suis tout timide, je tape à la porte comme ça, et le mec il m'ouvre comme ça, et puis là il y avait un silence de cathédrale, et je les vois tous, assis comme ça, la tête prostrée, la tête dans les genoux, et là ça m'a fait un choc, quoi. Je dis, en même temps j'étais fier de l'avoir fait à mes camarades, et en même temps je me dis, de le vivre c'était assez perturbant, parce que finalement je le répète, tu es rattrapé par ton histoire de gamin qui admirait ces gars-là, qui étaient tes idoles, et là tu les vois, et c'est le moment dans les vestiaires qui a duré une éternité pour moi. Donc j'attends, puis à un moment donné, Papy Fort me voit, le centre biterrois, et il se lève, et puis je lui donne s'échange le maillot, et il m'embrasse, et puis il va s'asseoir, et je repars. Voilà. Des claps de fin. Ma seule crainte, moi, ça je me rappelle, c'est le soir d'avoir déjà basculé dans le match de Clermont en leur disant
tant pis, j'ai employé les mots, on ne fait pas les cons, on ne fait pas. Voilà. Mais clairement, à ce moment-là, ils avaient un pack de mammouths, quoi. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Devant, le monstre à 16 pattes, enfin le truc. Clermont-Ferrand, c'était une équipe au top à l'époque aussi, hein. Donc, t'es jamais sûr de ton coup, même si tu es sûr de tes forces et de tes faiblesses, quoi. Donc, oui, je savais qu'on avait franchi un gros obstacle en battant Béziers, mais justement, le fait de franchir un gros obstacle en battant Béziers, ça voulait dire qu'on n'avait pas le droit de perdre en demi-finale, quoi. La qualité de ce groupe, c'était cette capacité comme tous les groupes qui gagnent, hein, c'est la capacité de se remettre en question, de repartir à zéro, de se dire que, bon, même si on est conscient qu'on est capable, on fait tout pour justement répondre aux rêves de tous. Mais on ne se dit pas qu'on a gagné, surtout pas. En fait, c'est comme si on avançait comme ça naturellement sur la route et qu'en fait, on avait peur de rien, quoi. Voilà. Donc je le ressens plus comme ça. C'est un match piège. C'est un match qu'il faut gagner, mais en fait, pour simplement avoir le droit de participer à la finale. Donc ça ne peut pas laisser de souvenirs. On ne s'en rappelle pas parce qu'il y a 2 matchs qui marquent c'est Béziers et c'est Toulon, la finale, quoi. C'est 2 matchs qui marquent, c'est les 2 gros marqueurs. Quelque part, rien ne pouvait nous arriver. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Peut-être qu'eux, ils sont arrivés en disant, bon, ils ont fait tomber l'ogre et peut-être qu'ils étaient un peu inquiets. On n'a pas été inquiétés, ça s'est bien passé, quoi. Il faisait beau, tôt, c'était impeccable. Il faudrait peut-être que les Toulousains pensent à contourner l'obstacle physique. Monferrandais, c'est eux qui attaquent actuellement. Aguerre pour Bien joué. Vlad Intercalé qui voit le trou. Oh, il a donné trop tôt. Et Soula reçoit cette balle. Soula plaqué sur la ligne d'essai du Stade Toulousain. Je me rappelle à l'époque, les 7 de Nîmes, les travées des 7 de Nîmes, je les ai montés quelquefois parce qu'en décembre et janvier, on ne touchait pas trop le ballon, mais on se préparait pour les phases finales au mois de mai. Les équipes, quand ils le rencontraient la première mi-temps, ils mettaient tout le paquet. Et puis, bon, il y avait 20 minutes en fin de match où nous, on passait devant. Et puis, bon, voilà. Parce que physiquement, on était prêts, on était tous ensemble. C'était notre force, quoi. Il me semble, de mémoire, hein, après on se souvient que ce qui est bon, on le maîtrise, quoi. Devant, on maîtrise, et derrière, dès qu'on a eu des occasions, on les a punis. Ça donnait l'impression que le rugby toulousain était un jeu facile, c'est-à-dire que qui n'était pas articulé sur une complexité au niveau des lancements de jeu, au niveau d'un plan de jeu qu'il faut répéter en continuité. Non, c'était simple, c'est-à-dire s'adapter à ce qui se présentait, tout simplement. La campagne maintenant pour Soula. Voilà en avant de Soula. La récupération de Cadieux pour le Stade. La balle pour Saint-Amand et Yannick qui marque l'essai. Avec Sigagna, Yannick Mazet, Lecomte en alternance. Ça jouait très bien au rugby, quoi. C'est-à-dire qu'on avait 4 troisièmes lignes et sur tous les matchs, les 4 troisièmes lignes jouaient. C'est-à-dire qu'il était prévu qu'il y avait tout le temps un troisième ligne, à part blessure bien entendu, qui savait qu'il allait faire qu'une mi-temps. Ben, on avait 4 bons joueurs, il n'était pas permis qu'on s'en passe. Et donc oui, dans les matchs, on changeait suivant l'adversaire, suivant le match, suivant l'état de forme des uns et des autres. Il y a eu un roulement qui a été très très bien accepté parce que les roulements d'aujourd'hui, à l'époque, ils auraient été moins bien acceptés, je pense. Et les gars ne se sont jamais fatigués, quoi. Jamais ils ont été usés et ça nous a permis d'évoluer. T'as Yannick qui est un décatonien et c'est un athlète à l'époque, et Thierry Mazet qui met des cartouches. Enfin, c'est très compliqué. Et Hervé Lecomte qui amène autre chose en touche parce qu'on n'était pas grand. Chacun avait sa part d'initiative, de responsabilité, de force dans l'équipe. Voilà, c'est le tout qui faisait que on était capable de renverser n'importe qui, quoi. Non, on avait une très grande troisième ligne, on s'en est servi. Et, de toute façon, tu ne peux pas être champion sans une grande troisième ligne. Le banc des remplaçants Stade Toulousain avec les lunettes de soleil, le numéro 19 Savio, à côté de Pierre Villepreux, qui entraîne le Stade avec Jean-Claude Scrella cette saison. Comme entraîneur, on avait 2 anciens
grand nom du rugby, on avait Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella. Autant la structure du club, c'était Jean Fabre, autant le sportif, c'était les coachs, c'était Robert Bru. Robert Bru, à très vite, il était directeur sportif du moment. Il était entraîneur, il passait puisqu'il a entraîné, derrière il devenait directeur sportif, pardon. Et c'est lui qui a lancé, Jean Fabre a validé, quoi. Donc voilà. C'est lui qui a décidé, je crois, de s'entourer de Pierre Villepreux et de Jean-Claude Scrella pour pouvoir faire passer son message à lui, à sa façon, mais par l'intermédiaire d'anciens joueurs qui s'étaient battus sur le terrain. Donc voilà, ça a été sa qualité, comprendre que d'abord, une seule personne seule ne pouvait rien faire, qu'il fallait commencer à préparer un staff. Donc je crois que Robert a été avant-gardiste de ce point de vue-là, au-delà de ses compétences techniques. Robert avait des idées arrêtées, a transmis ses idées arrêtées, qui étaient quand même une espèce de révolution dans le sens où le rugby prenait une autre dimension au niveau du jeu. La philosophie de Bru, c'est tu t'informes de ce qui est en face, tu t'informes de ce que tu as à côté et tu agis en fonction de ce qui se passe à l'instant T, quoi. C'était un disciple de quelqu'un que j'ai beaucoup estimé et qui avait des compétences pour l'entraînement, de Leplace. Ouais, on l'appelle le père de la méthode. C'est plus que le père de la méthode. C'est parce que la méthode de Leplace, tout le monde la connaît, mais personne n'a pu arriver à la mettre en œuvre. Et Villepreux et Robert Bru ont mis en place toute la réflexion sur le jeu, tout ce qu'a produit de Leplace. C'est lui qui a inventé un peu l'entraînement dans la pagaille, quoi. C'est-à-dire qu'il nous mettait dans des positions de pagaille, et puis tout d'un coup, il jetait un ballon. Et à partir de là, on devait se réorganiser pour jouer. Ils l'ont matérialisé sur le terrain. Ils n'ont pas eu que la parole. Il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, on va jouer comme ça ». Sauf qu'ils veulent copier les autres, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Moi, j'ai amené, je pense, des choses que Robert peut-être n'avait pas perçues totalement, et lui m'a amené des choses que moi, je n'avais pas perçues totalement. C'est-à-dire, c'est cette complémentarité qui, à un moment, a fait que la mayonnaise a bien prise, quoi, tout simplement. J'ai eu la chance d'avoir des éducateurs, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait dire, des professeurs même, qui étaient en avance, quoi, qui étaient des grands visionnaires de ce sport. Je crois qu'on a la sensibilité du jeu, on a à peu près les mêmes idées sur le jeu. Ils vivent, ils mangent, ils dorment rugby. Ils sont réellement, c'est des évangélistes de ce jeu. Hein. Moi, Pierre Villepreux, je l'ai découvert un jour dans un match à l'Île-Jourdain, là, c'est pas très loin. Il pleuvait des cordes. Il était en licence rouge avec le Stade Toulousain. Il jouait avec la Nationale B du Stade Toulousain. Ils sont venus jouer un match amical. Et j'ai joué contre lui. Et j'ai trouvé un type extraordinaire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je ne le connaissais pas, je ne sais pas qui c'était. Je devais avoir 18 ou 19 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je lui ai demandé de venir parce que le joueur était irréprochable et parce que je savais qu'au plan de l'entraînement, et surtout l'entraînement des avants, il allait sans difficulté rentrer dans le type de travail qui était souhaitable. Je sais pas si un duo, si on était qu'un, on ne s'est jamais engueulé. On n'a jamais, quand un ou l'autre proposait quelque chose et qu'on sentait, on ne s'est jamais agacé pour constituer une équipe. Des fois, on allait entraîner, on n'en parlait même pas. Quand on se séparait, on n'en parlait même pas. On ne parlait pas de ce qu'on allait faire à l'entraînement. Chacun faisait, puis se retrouvait à la fin en avant. C'était génial et léger en même temps, quoi, parce que tu ne te prends pas la tête. Hein. En termes de relations, on n'a jamais eu de difficultés, quoi. Roger Thomas se met dans l'axe, alors que se décale Bonneval sur le petit côté. Oui, la mêlée est tournée pour les Toulousains. Ils en gardent l'avantage de la balle. Il progresse, Lopez, Bonneval pour Bonneval, super, Magnifique Bonneval qui sur une double accélération a laissé son vis-à-vis sur place et a offert un essai merveilleux à Guy Novès. Je me souviens pas. Ah, mais comme quoi je donnais les ballons. Parce que Guy Novès souvent dit que j'avais tendance à garder tous les ballons. Ce qui n'était pas faux. C'est vrai. Non, mais Eric,
Eric, c'est un ami, donc c'est mon ami. On dit rigolant toujours qu'à gauche, rien ne passait, parce que c'était un très très beau défenseur, notamment en dehors de son talent d'attaquant. Et moi, j'étais pas commandé non plus. Donc, Il y avait un côté droit, nous, qu'on disait, voilà, qui était pour les matchs amicaux, et puis le côté gauche avait Novès, où quand il fallait érouger Thomas au milieu, c'était plus dur. Et c'est vrai qu'avec Eric, c'est Pierre Villepreux qui disait, mais Eric, il faut le laisser faire, il faut le laisser garder les ballons, qu'il apprenne à voir les difficultés. Et de ce point de vue-là, il avait raison. Et donc, du coup, il ne me faisait jamais de passe, parce qu'il tentait tout le temps. Et c'était très rare qu'il puisse me faire une passe, et il était capable de les faire. Mais on jouait beaucoup, hein. Il y a tous les ballons, donc c'est pour ça qu'il y avait les deux vieux, Gabert et Novès, qui nous mettaient des coups de trucs sur la tête, parce que nous, tous les ballons, on voulait les jouer. Gavernet pour Charvet. Charvet, une petite passe en avant. Bonne balle de Marc-Lisson. C'est la qualification pour le Stade Toulousain. Je vois à peu près. Je vois les couleurs, je vois les acteurs, mais je vois pas Eric. C'est Eric qui marque? C'est Eric qui marque. Ouais, ça, je vois pas la fin de l'action. Je sais qu'il y a Lolo Pardo, avec qui je suis très ami, qui essaye de revenir, avec qui j'étais en équipe de France, qui jouait là-bas, lui. Mais bon, quand il arrive, je suis déjà dans le but derrière les poteaux. Dans la vie, on a les amis, on a les frères, et moi, j'ai des frères de jeu. C'est quelque chose d'assez inexplicable, et avec Eric Bonneval, ce sera mon frère de jeu. Il sera peut-être plus fort même comme frère, ou que... Il y a des choses qu'on a vécues sur un terrain qui sont tellement indescriptibles, indicibles, que même moi, j'ai du mal à expliquer. Donc, quand on parle d'une accolade comme ça, c'était tout le temps, oui, c'est une espèce de complicité naturelle, mais ça allait au-delà de la complicité, en fait. Moi, je savais Denis s'il attaquait, je savais s'il allait passer entre deux, s'il fallait que je sorte à l'extérieur, s'il fallait que je reste dans son dos, les yeux fermés. Avec Denis, franchement, hein, je joue 2-3 ans au centre avec lui, et c'était comme si on avait toujours joué ensemble. Quand on joue avec des garçons comme ça, on essaie d'être à la hauteur. Surtout quand on a quelques années de plus. C'était des joueurs rapides, félins, talentueux. Donc c'est sûr qu'ils étaient peut-être en avance sur le rugby actuel. Et en même temps, cette génération-là qui était toute nouvelle, on est totalement inconscient, quoi. C'est-à-dire elle est totalement... elle a de l'ambition, et en même temps, le décalage, c'est que tout lui est permis, en gros. On était un groupe de copains qui avaient envie de jouer ensemble et de remporter ce titre champion de France de tous les ans, quoi. Ah oui, mais Lolo Pardo a oublié la balle en route. Ah, c'est fini. Et M. Moret siffle donc la fin de ce match, qui voit donc le Stade Toulousain accéder à la finale du championnat aux dépens de l'AS Montferrand. Accession sans discussion. C'est la confirmation de la naissance d'une grande équipe. Pierre Villepreux l'a dit, c'est simple et logique. Pour nous, c'était logique. Et simple, c'était dans l'approche, en fait. Effectivement, c'était une marche vers la finale, mais en même temps, c'était... Je sais pas, ça serait prétentieux de dire ça, mais elle était presque anticipée, quoi. On ne pouvait pas perdre contre Montferrand. On va au Parc des Princes. Moi, j'ai un souvenir fort, c'est dans le car, quand on va au Parc des Princes, de notre hôtel. Et Michel Lopez, qui était le demi-mêlée buteur de notre équipe, était à côté de moi, dans le car. Il venait je crois, de Saverdun, il me semble, d'un club d'Ariège. Toute la saison, il est meilleur buteur, il sort de 4e série, là. Il jouait dans un club de 4e série dans l'Ariège. Et tu le prends, tu es champion de France, quoi. Tu prends pas Berbizier, tu le prends à lui, et tu es champion de France, quoi. Donc, c'est lui qui te permet de l'être, parce qu'il marque 200 et quelques points, quoi. Et là, tout d'un coup, dans le bus, il craque complètement, il se met à pleurer. Mais quand je dis pleurer, c'est pas pleurer, tu vois, 30 secondes, c'est le mec qui effondrait. Il a fallu le prendre et le materner du début jusqu'au coup d'envoi. Il pleurait. Il n'arrêtait pas de pleurer. Non, mais parce que c'était quelqu'un d'émotif, qui est un très bon joueur. Non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller. Alors ça se comprend, c'est un garçon qui venait d'un petit club, on n'avait pas de demi-mêlée, qui avait été récupéré un peu par hasard, quoi, et qui tout d'un coup se retrouve à jouer une finale du championnat. Des finales avant, je n'en ai joué aucune, hein. Donc si tu veux, je suis dans le même truc que lui, dans le même panier, mais sauf que lui, il pleure, tu vois. Moi, je suis quand même sur ma finale, mais lui, il est... Et tout d'un coup, ça me suis dit, et là, je fais
Tout d'un coup, je fais le grand frère, quoi. C'est moi qui console. Je t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je sais plus les mots, mais je dis c'est qu'une finale, voilà, c'est qu'un jeu. Et en fait, peut-être que le fait qu'il pleure, ça m'a fait du bien à moi, quelque part. J'ai jamais repensé vraiment, mais donc là, il est effondré, mais ça dure pas 5 minutes, ça dure un moment. Ça n'arrêtait pas. Alors on s'est plus occupé de Lopez que de l'équipe. Bienvenue à tous ici au Parc des Princes pour la version antenne 2 des Jeux de 20h. Une version qui vous est proposée sur le thème du rugby, sur le thème de cette finale du championnat de France de rugby qui va donc opposer deux grandes cités du rugby français, Toulouse à Toulon. Jouer dans des stades de 50 000 personnes ou 45 000 personnes, c'était nouveau. Donc c'était la première fois qu'on jouait devant autant de monde. On découvre le stade, nous, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'échauffement, ils le font sur le terrain d'honneur. Nous, à l'époque, ça n'existait pas, ça. Il y avait un lever de rideau. Donc, ça fait qu'on ne le voyait pas, comment était le public. Et on le découvrait au Parc des Princes en rentrant dedans. Puis le Parc des Princes, ça a quelque chose de particulier, c'est que il y a tel brouhaha, c'est une espèce de chaudron comme ça, où tu as le bruit qui t'assomme, quoi. Donc quand tu rentres, tu es quand même déjà assommé par l'ambiance, assommé par le bruit. Et il faut aller puiser en soi pour se concentrer, quoi. C'est assez compliqué. Effectivement, bon, quand il y a 40 000, il n'y avait que 40 000, quoi. Par rapport à maintenant, où ils sont à 70, 80. Nous, on était à 40 000, c'était pas mal quand même, parce qu'on n'était pas habitués. Effectivement, ça prend au ventre, quoi. Les finales, on n'en joue pas tous les jours. On a la chance déjà. Moi, c'était la première. Je ne voulais pas passer à côté, quoi. Comme tout joueur de rugby, c'est normal. Et puis après, c'était l'inconnu. Parce qu'il n'y avait aucun joueur qui avait connu les phases finales, à part les 2-3 vieux qui nous restaient. Guy Novès, Serge Gabernet, quelques-uns qui avaient fait la finale de 80. Et Toulon avait sûrement un peu plus d'expérience, je veux dire. Était un peu plus mature au niveau des joueurs. Il y avait Eric Champ qui jouait en équipe de France. Ils avaient des joueurs, Jérôme Gallion, tout ça, c'était quand même des Covid. Ils avaient des grands joueurs. Le point fort toulonnais, c'était ces joueurs qui rentrent avec la haine, qui ont presque la bave sur le visage. Et ça nous fait sourire un petit peu, parce qu'on est prêt à tout point de vue à relever ce genre de défi. Enfin, moi, les mots que j'ai, les souvenirs que j'ai avant le match, c'est Pierre Villepreux qui nous dit bon, Jean-Claude Scrella, voilà, vous savez quoi, on va jouer notre jeu, on va faire ça. Mais sans nous dire. Et le mot, c'était bon, allez, vous vous préparez comme d'habitude, maintenant ça vous appartient, c'est à vous. Ils sont partis. Prenez du plaisir, faites-vous plaisir comme on a fait toute l'année. On est à 80 minutes du bonheur. Allez, on y va, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien dans le combat, mais dès qu'on a une opportunité, on la prend. 45 000 spectateurs dans un Parc des Princes bruyant, enfumé même par les pétards des supporters. Une ambiance de fête pour une finale qui s'annonce royale entre les deux meilleures équipes du championnat cette saison. Non, c'est un grand moment. La première mêlée, elle est énorme, hein, mais psychologiquement, elle nous conforte dans ce qu'on voulait faire, quoi. Pourquoi on gagne la première mêlée? Parce qu'on a peur de subir la mêlée, parce qu'on connaît la puissance. Donc, que tout d'un coup, on dit putain, on va leur montrer qu'on est capable de les bouger. Et on les bouge. On a mis une grosse pression sur la mêlée toulonnaise. Et puis, voilà, les Champs, Louvet, ils ne pouvaient pas parce qu'ils reculent en mêlée. Il fallait qu'ils restent en mêlée pour tenir. Et on voulait faire voir quand même au public toulousain, au public français aussi, que le stade toulousain, ce n'était pas que les trois quarts, qu'il y avait aussi des avants qui savaient jouer au rugby. C'est sûr qu'ils doivent commencer à se poser des questions et ça ne peut que t'exciter, pas t'exciter, mais te donner confiance et de te dire bon, c'est bon, il vaut mieux faire ça que l'inverse, quoi. Et eux, on leur a mis un doute à la tête. Là. Ils se sont dit là, on croyait que ça allait bien se passer, puis finalement, ils sont revenus aux vertus. Il a fait que le troisième ligne après reste à la mêlée, qu'à l'époque, le troisième ligne pouvait se lever. C'était là que quand ils voyaient qu'ils reculaient, mais tout le monde restait à mêlée. Quelque part, pour moi, c'était l'image la plus belle de cette finale parce qu'on était des gentils, on subissait, on prenait des trucs. Et cette mêlée,
à ce moment-là, elle a caractérisé notre tempérament, notre caractère, notre identité. Surtout qu'en face, il y avait Diaz, Herrero et Brandlin. C'est une première ligne quand même qui était réputée quoi, à l'époque. Hein. Rien que l'envie, on aurait bouffé un gorille. Toulon, voilà, on nous disait devant, ça va. Toulouse, plus faible devant, meilleur derrière. Et voilà, et donc on devait s'ouvrir devant. Première mêlée, emportée. Première attaque de Toulon, nous, on se fait traverser. Essai. Pour Covy, attention au drop. Non, Covy préfère jouer. Fournier qui va laisser entre les poteaux. Remarquable, superbe. Magnifique. Et 7-0 maintenant pour Toulon. On prend un essai de Fournier, là, l'ailier gauche de Toulon, sous les poteaux. Et là, ça commence à faire cher quand même. On prend un essai ridicule, je dis ridicule parce qu'on défend très mal. On se fait transpercer comme des juniors. C'est Philippe Roger Thomas et moi, il nous prend, moi il me prend intérieur, on se fait arrêter par la combine. Et, la combine est bien jouée. On a les boules pendant, ça dure 30 secondes, 30 secondes, 10 secondes, le temps de la transformation. Et après on repart dans le jeu. On ne se pose pas de questions. On ne change pas de stratégie. Voilà, quand on est un dominateur devant, presque ça nous fait sourire, mais on sait, on est programmé pour ça. Et qu'ils soient capables de passer, bon, on a fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, ça élève notre curseur, notre capacité à essayer justement on a 80 minutes pour revenir, ou 70, donc on est plutôt là-dedans. Et là c'est Neves maintenant qui peut donner cette balle à Gabernet intercalé. La balle à Charvet. Charvet qui est sur sa droite, Rancoul qui franchit la ligne des 22 mètres. Rancoul tout seul qui échappe et qui malheureusement pour le Stade Toulousain met le pied en touche. Récupération Lopez maintenant pour le Stade Toulousain. Lopez qui s'échappe, qui franchit la ligne médiane, qui cherche du soutien. Et qui le trouve en la personne de Charvet. Charvet pour Rancoul qui franchit les 22 mètres. Balle à suivre. Et la balle qui sort en touche à 15 mètres de la ligne d'essai du rugby club toulonnais. Et si Bianchi devait réussir cette pénalité, il passerait à 12, ce qui serait assez lourd vu ce début de match pour les Toulousains. Bon coup de pied de Jérôme Bianchi, ouais. Ça passe, 12-0 pour Toulon. C'est la 6e tentative de pénalité et pour l'instant aucune réussite. Voilà, il n'y a qu'à vous demander, Pierre, et nous avons la réponse aussitôt. Oui, mais ça traduit bien aussi le manque de réussite des Toulousains. Et c'est là qu'ils sont en train de pêcher dans ce match. Eux qui avaient l'habitude de marquer avec le joueur, en l'occurrence Michel Lopez, ici sur votre écran. Et bien voilà, bien pour Lopez. Je ne vois pas pourquoi le public manifeste Lopez. Il va réussir d'ailleurs cette pénalité. Oui, ça passe. Lopez a tiré directement en touche et c'est la mi-temps. Pourchassé par Brandlin, le petit Lopez a concédé donc la touche. Mi-temps sifflé donc par monsieur Bressy. Sur la marque de 12 en faveur de Toulon et de 3 en faveur de Toulouse. J'avais bien aimé la réflexion, je ne sais plus de qui à la mi-temps, quand je vais les voir, il me dit t'inquiète pas, on y est, on les prend, on les prendra, il n'y a pas de problème. Je ne me souviens pas avoir eu peur de perdre. On s'est dit, ça, on a confiance, ça va faire. Mais jamais on n'a paniqué. Et les gens, quand on leur a dit, là, moi et puis d'autres copains, mais les gens n'arrivaient pas à comprendre comment, à un moment donné, on ne panique pas, quoi. Je veux dire, 12-3, c'est beaucoup et peu à la fois. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? Il faut surtout qu'ils ne perdent pas confiance en eux. Voilà. J'ai senti un groupe qui sentait qu'il pouvait gagner ce match, qui n'avait aucun doute quoi, sur ça. Absolument pas. Il a suffi qu'on se reparle, qu'on remette un coup de collier et on savait, inconsciemment peut-être, qu'on serait en capacité de marquer et de revenir. Et puis ça a été le cas. Dès qu'il y a eu un peu plus de ballon, on a retrouvé le chemin des essais. Lopez pour Gabernet, un long coup de pied qui va chercher la touche, mais qui ne va pas la trouver. Fargue. Aïe, en avant. Attention, oui, en avant, là, me semble-t-il. Non, il laisse jouer. Monsieur Bressy laisse jouer, oui. Oh, la chance qu'a souri. Essai pour le Stade Toulousain. Oh, la chance a souri au Stade Toulousain. Mais la chance, eh bien, il faut la forcer. Alors là c'est mon côté. Là, j'anticipe comme en arrière, c'est-à-dire au lieu de monter à plat je monte et puis je vois comment il s'appelait là, c'était pas Jérôme Bianchi là, c'était son remplaçant qui est en repli, bon, qui se mélange un peu les pinceaux pour le ramasser, mais en fait il n'y a rien d'extraordinaire, on lui a tout mis sur le dos le pauvre, il manque et je sais qu'il va taper.
Je sais qu'il va taper en touche. Donc moi, je décroche et j'anticipe le long de la ligne de touche. Je me dis, s'il manque la touche, je peux la jouer. J'ai plus qu'à aller tout droit, à sprinter, donc c'est pas compliqué. Roger Thomas, un long coup de pied en chandelle. Qui est à la réception? Fournier pour Toulon et c'est Bonneval. Bonneval du soutien. Charvet, Essai de Charvet. Essai de Charvet pour Toulouse. Magnifique, superbe, génial. Quel spectacle. On a un ballon rapidement, ouais, ce coup d'envoi, ça revient. Il y a une touche, il monte une quille. Et puis elle est parfaite. Moi j'accélère, j'ai le temps de ralentir un peu et de réaccélérer pour arriver à lancer. Et je lui prends le ballon sur la tête, quoi. Et Eric Bonneval qui va chercher le ballon dans les airs tout seul. L'arrière qui se trouve plus ou moins. Enfin, bon, il retombe et après il cadre et il me donne et je marque. Il y avait encore un peu d'essence dans le moteur. Donc, et puis après, il y a une 2 contre 1 à jouer et j'ai la lucidité de le jouer. Galion, en jouant 2 contre 1. Oui, Carbonel a pu passer à Fournier, quitte à pas suivre. Carbonel ou Janik. Oh là, Galion va marquer. Essai de Galion. Essai de Galion et Toulon tout près du bouclier. Oh, la balle pour Ancoul, récupérée par... Sigagna. Non, c'est Mazé. Mazé, pardon. Mazé, une belle balle. Et oui, et Charvet, essai de Charvet, super. Il invente un sort de finale, il invente un geste qui sort de nulle part. Moi, c'est pas qu'il me surprenne, mais je vois ce ballon, cette ogive en fait, qui arrive comme ça parce qu'il a dû me crever le côte. Et en fait, je me pose pas de questions quand je l'attrape comme ça. Et puis là, je suis attiré par la ligne et il n'y a que la ligne qui m'intéresse. Donc 17-19, nous attendons avec impatience la transformation. Le maître d'horloge, c'est Michel Lopez, qui a au bout du pied l'égalisation pour son club. La balle est bien partie et le passe entre les poteaux. 19-19. Parce que la transformation, il faut la mettre. Il faut pas trembler là. Quand tu arrives de là où tu arrives, il te faut être sûr de toi. Et cette transformation, elle nous permet d'aller aux prolongations. Il faut pas l'oublier. C'est le match quelque part. Il y a l'essai que tu marques, mais c'était pas fini, quoi. Malgré tout, on pouvait le perdre ce match. Moi, je ne trouve pas une touche. Oh, mais il va directement en touche, la faute, oui. Ouais. C'est une rare faute de Serge Gabernet, parfait jusque-là. Le grand homme du Stade Toulousain dans les phases finales. Bernard Herrero va s'appliquer pour le lancer en touche sur Champ qui détourne pour Galion. Et là, Kovi prend le ballon, tape ce drop, ça y est, et puis, ça y est, ils ont mis le drop, on a perdu. Quand le drop part, j'avoue que là, j'étais pas à l'aise du tout, parce qu'il était évident que c'était mort, quoi, hein, c'était mort. Il fallait pas que ce drop passe. Et je suis persuadé qu'il passe pas. J'ai aucun doute, c'est marrant, hein. Galion pour Kovi qui va tenter le drop du pied gauche. Ça la bonne drop, il le met. Non. Ça passe à gauche, raté. Il touche le poteau extérieur. S'il touche le poteau pour rentrant, on est à la trappe, quoi. Hein. C'est terminé, quoi. Hein. La messe est dite. Et bon, il a fallu les prolongations et puis arriver au bout des prolongations. Et M. Bressy siffle la fin du temps réglementaire qui voit les deux équipes dos à dos, 19-19. Il faut surtout aborder les prolongations comme on aborde les matchs. Et après, tu es sur le terrain, tu t'adaptes. Hein. Tu te dis, ah bon, il y a problème. Alors combien de temps? Comment c'est pas des trucs auxquels on avait réfléchi. Après, je pense que les coachs y avaient pensé au fur et à mesure que le match avançait, que tu vois que le score a du mal à bouger. Dans la tête, on était prêt, quoi. On était prêt à pas paniquer, à ramener le morceau de bois chez nous, quoi. On va passer parce que l'adversaire est en train de baisser, d'intensité, etc. On essaye de démontrer, de montrer ce que l'on voit pour que les joueurs soient encore convaincus et pris par simplement la qualité du jeu. Donc on s'était dit, maintenant ça y est, on a 2 fois 10 minutes pour marquer, puis on va se lâcher, puis ça y est, c'est fini, on ramène le bouquet à... C'est vrai, moi je l'avais ressenti comme ça aussi. 2 fois 10, j'ai dit allez, feu. Et la poussée est très efficace du côté toulousain. Sigagna pour Lopez. Classique. Oui, Rouget Thomas maintenant. Rouget Thomas pour Bonneval. Bonneval, le décalage est fait avec Cabernet. Cabernet qui revient à l'intérieur. Il cherche le soutien qui n'arrive pas si. Par Bonneval qui va essai pour le Stade Toulousain. Il faisait une combine où il venait au milieu, moi je m'écartais, il venait au milieu, il prenait une cravate. Avec Gabert qui perce, qui prend même une manchette, qui arrive à donner le ballon, Eric Bonneval, il fait 2 crochets. Je me rappelle comme c'était hier. Oui, j'ai pris une grosse cravate aujourd'hui.
Je pense qu'avec le règlement d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas qui c'était, je pense qu'il aurait quitté le terrain. Il aurait pris un carton rouge. Il reste debout, il avance et en tombant, il jette la balle, enfin il donne derrière. J'ai lancé le ballon et que Eric est arrivé à ce moment-là et il marque l'essai, quoi. Effectivement, je ne peux pas dire que j'ai eu mal, parce que bon, on marque. Si on n'avait pas marqué, peut-être que je l'aurais ressenti, le bobo. Mais bon, là non, c'est bien passé, quoi. Après, dans les prolongations, ils ont explosé complètement, quand même, comme des pop-corn. J'ai ce souvenir sur le terrain, moi on se sentait frais, mais physiquement on avait des pétards de folie, des cannes, on n'était pas du tout fatigués. Et on relançait tous les ballons de tous les côtés, quoi. Et là on était plus fort, là. Il n'y avait plus photo. Là, on pouvait imposer notre mouvement. Pierre Villepreux le disait, il faut continuer à envoyer du jeu. Ils vont craquer à un moment donné. Jérôme Gagnon dans les bras de son opposé. Lopez pour Sigagna. Sigagna pour Bonneval. Le long de la ligne de touche qui peut donner le compte. Le compte pour Saint-Amand. Essai pour Claude Portelon. Essai de Claude Portelon qui avait marqué déjà 2 essais contre Béziers. Portelon qui donne pratiquement la victoire à Toulouse maintenant. On avait des avants, Claude Portelon était un symbole, mais qui avait des mains extraordinaires, qui était capable de faire des passes dans une situation, de jouer des 2 contre 1, de manière. Alors qu'encore aujourd'hui, on voit des situations où il y a des joueurs qui gardent les ballons alors qu'ils devraient les donner, tout simplement. L'intelligence, c'est je pense, le mot le plus approprié à ce qu'on faisait, quoi. Plus tu es intelligent sur le terrain, meilleur tu es. Tout était basé sur l'intelligence, sur la vitesse, hein, et j'ajouterais sur l'état d'esprit des uns et des autres. Il fallait que tout le monde adhère au travers de ça. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est essayer justement de mettre de la vie au ballon, de ne pas se polariser sur les arrêts du mouvement, mais essayer d'en faire le moins possible et avoir toujours plus d'intention. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, la situation, l'intelligence situationnelle. Alors là, c'était la NASA. Quand il a parlé d'intelligence situationnelle dans le monde du rugby, il y en a et non des moindres, je ne vais pas les citer là, mais on dit mais qu'il est fou ce type. Sauf que non, il n'était pas fou, c'est lui qui avait raison. Je les mettais en situation pour faire. C'est-à-dire que le travail se faisait en opposition, et là, c'est le joueur qui avait la pleine responsabilité de décider comment, quand il a joué, de se tromper. L'intelligence situationnelle, c'est savoir lire sur un terrain de rugby, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, c'est savoir lire sur un terrain de rugby pour aller jouer là où il y a personne. Il vaut mieux rentrer dans les portes que dans les murs, quoi. L'évitement. Je crois qu'ils ont perdu du dictionnaire, là, ce mot-là. Maintenant, c'est du rentre-dedans. Le rugby, c'est faire des passes, c'est notre génération, c'est faire en sorte de ne pas se faire attraper. Le fameux jeu toulousain, cette saison-là, on l'avait vraiment développé, sans s'en rendre compte, sans lui donner ce nom-là, quoi. Mais ça marchait bien. Ouais. On a eu beaucoup de critiques extérieures en disant « Ouais, mais ça, c'est un jeu de babel », tout ça, surtout quand il sortait de l'époque Jacques Froux, qui était quand même les mammouths, à se rentrer dans la gueule et compagnie. Et bien nous, on n'était pas favorables à ce jeu-là. Nous, on ne voulait pas jouer dans l'ordre, ça ne nous intéressait pas, on jouait dans le désordre. Mais on savait très vite retrouver l'ordre, quoi. Et tous nos entraînements étaient basés là-dessus. Le bordel, et dans le bordel, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il y en a un qui prend l'initiative et les autres répondent. Comment faire lever les gens, quoi. Il faut avoir cet esprit-là pour les faire lever et évidemment ressentir un plaisir supérieur. Ça me paraît déterminant. Les prolongations, c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'on puisse jouer ce rugby-là dans les prolongations, c'est énorme, quoi. Ça a prouvé que psychologiquement, on était fort dans nos têtes, quoi. La fatigue, tu ne cherches pas à dire on est fatigué, on n'est pas fatigué, au contraire. Il faut aller le chercher, ce bout de bois, et puis c'est ce qu'on a fait, quoi. Dès qu'il y avait des ballons, si on pouvait attaquer, on les mettait à mal. Bon, là, le match est fini parce qu'on a, je sais pas, qu'on aura 10-15 points d'avance. Donc là, on s'amuse, quoi. Non, dans les bras de Noves, qui lui lance la contre-attaque. Ah oui, il échappe au plaquage de Doucet, Noves. Il prend le trou. Il a le boulevard, il peut donner le compte. Le compte pour Mazet. Mazet qui tient le soutien. Sigagna. Et encore, Essai de Charvet.
l'apothéose de cette finale, alors que nous jouons la dernière minute de la prolongation. Moi c'était vraiment un bonheur. C'était le bonheur d'avoir pu jouer la finale que j'espérais, tout simplement. C'est jouissif de voir des essais marqués comme ça, quoi. Et surtout en finale, en plus en finale, et contre Toulon. La finale, je l'espérais comme ça, et elle a été comme ça. Et ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour un entraîneur. Pour les coachs, je pense que ces essais-là, ça reflétait complètement la philosophie de jeu qu'ils voulaient mettre en place. Moi, personnellement, j'aurais presque aimé arrêter d'entraîner après ce match, quoi, en disant, bon, ben ça y est, le rugby que tu veux, tu l'as eu sur cette finale. Mais c'était, pour moi, un aboutissement et une grande satisfaction, à savoir que, ce jeu-là, il n'était pas utopique, il pouvait réussir, il pouvait plaire et gagner. On voulait bien jouer au rugby, mais pas n'importe comment. En tout cas, moi, je ne voulais pas jouer n'importe comment. C'est ça qui est fait pour moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est ça, quoi. C'est que on est resté dans notre philosophie et on a montré à tout le rugby français, même le rugby international, qu'on était capable de jouer ce jeu-là et qu'on pouvait avoir des résultats en jouant ce jeu-là. Ils vont enfin toucher à ce bouclier de Brennus. Transformation très belle de Lopez. C'est le couronnement et c'est fini. Voilà, le Stade Toulousain, champion de France par 36 points à 22 face à Toulon. Ce qu'on ressent, eh bien, de la joie. Oh, je deviens fou. Je saute partout, j'explose, je pleure, je crois. On est dans un état second. On est sur un nuage. Tu voles, quoi. Voilà. Tu es en lévitation, en fait. Puis toi, t'as 20 ans, 21 ans, on est comme un pesquet, on est en orbite. Tu te contrôles pas, tu lâches tout ce que tu as là, tu cries, un truc de fou, quoi. Ouais, j'ai le bras vers le ciel parce que là j'ai eu une pensée pour mon papa, parce que j'aurais aimé que mon papa soit là, parce que voilà, et à la fin quand j'étais à hauteur, il nous suivait, quand j'étais cadet, junior, c'est lui qui nous a menés à jouer, et c'était pour lui, là j'ai levé les yeux au ciel et il dit papa c'est pour toi celui-là. Chacun a une réaction en fonction de lui. Moi je sais que personnellement, j'avais beaucoup d'émotions. J'avais perdu en 80. Et 85, j'ai la revanche de 80, quoi. Donc 5 ans pour ça, tu exploses, quoi. Mais voilà, c'est des images que j'ai plein la tête et que j'oublierai jamais, quoi, parce que c'était notre premier titre et c'est fabuleux, quoi. Le Stade Toulousain qui reçoit la juste récompense de ses efforts et qui va recevoir donc des mains du président de la République et du président de la Fédération française de rugby, le bouclier de Brennus. Moi, j'ai le souvenir incroyable que quand les joueurs sont montés à la finale de 85 et que François Mitterrand leur a donné le bouclier et ils ont poussé Mitterrand qui est tombé par terre. Ouais. La chute de François Mitterrand. La chute de François Mitterrand, le coupable. Il faudrait voir les images. Hein. Est-ce qu'on a des images? Non? C'est les deux vieux qui montent, Guy. Moi, je crois côté. Je suis derrière. Et Denis est plus loin. Et il veut aller de l'autre côté. Et pour aller de l'autre côté, parce que c'était un parc, c'était étroit. Et il est monté sur, je crois, il devait y avoir des trucs. Il est monté. Je ne sais pas s'il n'y avait pas des petites tables devant, là, les VIP à l'époque. Il monte derrière. Il a bousculé tout le monde pour se mettre derrière. Ouais, il a fait exploser. François qui était déjà un peu fatigué là quand même. Hein. Ah mais parce qu'il voulait passer derrière les... Oh le con. Alors j'ai été le ramasser, l'aider à se relever, et je me suis excusé. Il m'a dit mais vous excusez pas du tout, mais ils sont jeunes, c'est merveilleux, etc. quoi. Il n'était pas solide à l'impact. On était innocent, enfin, il n'y avait rien de méchant. À un moment donné, on est heureusement. Franchement, quand on est sur le toit du monde et qu'on a l'impression d'être le roi du monde et que, quel que soit le président, on n'a pas trop comment dire, on respire pas autour du président. Il y a nous et le président est après, quoi. Donc, même s'il tombe, quel qu'il soit, c'est pas très important pour nous à ce moment-là. Non, mais à Mitterrand, j'ai une belle histoire, puisqu'après, en 89, c'est lui qui dit qu'il faut que je parte en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est peut-être. Il me remercie. Le fameux bouclier de Brennus. Le voici.
que brandit Serge Gabernet. Si tu veux, c'est une délivrance, mais qui a été égoïste dans un premier temps, et après tu t'ouvres vers l'extérieur. Je crois que tout le monde avait envie de rendre à tous ces gens qui s'étaient déplacés pour nous voir le plaisir que l'on avait pris, parce que c'était aussi leur plaisir. On a la sensation d'apporter aux gens le bonheur qu'ils méritent, parce qu'ils nous ont sous l'eau, sous la pluie, par tout temps soutenus, apportés, encouragés. Donc on a l'impression d'avoir répondu à leur attente. Donc on veut le partager avec eux. Je sais pas, le partage est plus fort. C'est pas moi, j'ai jamais fait un sport individuel. Mais au tennis, quand tu gagnes un grand chelem, ça doit être extraordinaire et en même temps, tu dois te sentir seul très vite. C'est la différence entre ce qui se passe après la première finale, où là, ça a duré pendant 8 jours. La fête est facile hein, quand on a gagné comme ça. La fête a été belle. On a fini très tôt la matinée, quoi. Mais c'est la fête réservée à ce type d'événement. C'était très bien. Et bien organisé par Jean Fabre, toujours, parce que nous, ça, on ne l'avait pas organisé. Non, mais ce qui m'a le plus marqué pour moi, c'est. Alors, dans le stade, c'est ce qui nous dépasse, et après, ce qui est même plus réel et plus concret, c'est quand même l'arrivée à la place du Capitole, donc, où ils avaient fait des chars entre la ville et là, ça a été plus fort qu'en 86-89. Ça a été dément. On n'est pas sorti à l'aéroport de Toulouse parce qu'il y avait trop de monde. On est allé au truc à côté, là, pour descendre. C'est-à-dire qu'on a fait aéroport, place du Capitole, avec des gens qui nous suivaient. Il y a des gens qui ont fait aéroport, place du Capitole, à côté du bus. Et du monde partout, partout, partout. Il y avait des gens de partout. Et puis quand on est arrivé sur cette place du Capitole, elle était noire, rouge et noire, avec des gens heureux. Et là, on se regardait et dit, franchement, l'effort qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait toute la saison, mais je suis content pour eux parce que voilà, c'est tout un peuple, c'est toute une ville qui est derrière toi, qui viennent faire la fête avec toi. Et rien que pour ça, c'était un monde, c'était fabuleux. Toulouse c'était la folie dans Toulouse, quoi. On trouvait des gens partout, ils t'accrochaient, ils te disaient ouais, génial et tout. Ils te secouaient comme des... Ça, t'étais à moitié. C'était un truc de dingue. On voit que des gens heureux. Et qui te demandent de signer des trucs qu'on n'a pas l'habitude, nous. Ouais, on est le roi du monde, surtout que monsieur le maire nous avait donné l'autorisation de monter sur le balcon. En sachant que le balcon, il est fermé au public parce qu'il est, à l'époque du moins, et peut-être que depuis l'époque ça a dû être arrangé, il était un peu instable. Le balcon, de montrer au public la place du Capitole en rouge et noir, complète partout, les rues bondées de bagnoles, de tout ça. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On voyait que c'était des gens heureux, une passion pour le stade toulousain. Et ça, on s'est rendu compte que quand même, il y avait beaucoup de monde qui aimait le stade toulousain. C'était un truc à Toulouse et qui n'était pas revenu depuis 37 ou 38 ans, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu autant de monde si on avait gagné la finale petitement. Ça aurait été un match qu'on avait gagné, tu vois, d'un point en jouant mal. Je suis pas sûr qu'ils auraient eu la même résonance. Je suis sûr que ça correspondait à la culture pas du résultat, mais la culture du jeu que les Toulousains ont pu avoir. Il y a un lien très fort entre les gens qui suivent le rugby à Toulouse et les Toulousains et le jeu de Toulouse. Parce qu'il y a quand même une transmission à Toulouse qui est quand même depuis 100 ans ou plus de 100 ans qui est incroyable, quoi. C'est-à-dire que les supporters passent, mais ils restent les mêmes quelque part dans la passion, ancrés dans la même passion. Et il y a une vraie identité de club. La transmission est essentielle. C'est comment on transmet l'état d'esprit et la méthode d'enseignement du jeu qui permettent de se définir de l'identité stadiste. Ouais. Je crois il faut mettre en avant des hommes plus que d'autres. Et donc, ce qui a été essentiel, c'est que ce soit Guy Novès qui reprenne le flambeau. Je crois dans la continuité. Guy vient de l'école de Villepreux, donc a grandi avec les mêmes idées. Et je veux dire, ce qui a été formidable, c'est que Guy est resté dans la même dynamique, le même esprit, le même état d'esprit, et a gardé,
a été très attentif à se garder l'âme de ce club. Qu'est-ce que j'ai laissé comme héritage? Je pense que c'est cette notion de ne jamais lâcher, d'aller au bout du bout. Il faut croire en soi. Donc ça, j'espère qu'on a laissé ça. Et je crois qu'aujourd'hui encore, les joueurs croient en eux et se disent ils y sont arrivés, nos parents y sont arrivés, le Stade Toulousain est devenu ce qu'il est devenu. La philosophie elle peut marcher dans la continuité que si les gens adhèrent à cette philosophie. Et Guy a été un pion essentiel pour moi. La construction, elle part de Pierre Villepreux, Robert Bru, Jean-Claude Scrella et Jean Fabre. Et Guy, il faut lui rendre hommage parce que c'était pas évident de passer après en tant qu'entraîneur. Et il est resté 20 ans. Il est resté 20 ans, il a inculqué aux nouvelles générations cette confiance que nous-mêmes on nous a inculquée avant, qui est indispensable à la réussite. Voilà. Tout comme Hugo Mola le fait aujourd'hui. On a la chance au Stade Toulousain que cette transmission elle se fasse naturellement avec les bons hommes, on va dire les bonnes personnes. Et il y a aujourd'hui la période de Mola, et on doit reconnaître à Mola qu'il a, on peut le dire, il n'a pas molli à Mola, hein, il s'y est lancé à 100% et il a tout fait pour que le stade retrouve ce jeu qui avait fait un peu sa gloire au départ. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois les jeunes. Ça, c'est un truc extraordinaire. Ce sont des jeunes vraiment sympathiques et qui aiment ce maillot. Il me dit on a la chance de jouer dans ce club. Jamais j'en partirai, à moins qu'il me faut tout dehors, mais j'en partirai jamais. Sur cette épopée, sur ce qu'ils ont vécu, toute cette génération, Thomas, Ramos, Julien Marchand, tous ceux qui sont maintenant en équipe de France aussi, mais les jeunes là, j'ai eu l'impression de l'avoir vécu il y a 30 ans. Et quand je vois ces jeunes qui... voilà, c'est l'équipe référence actuellement dans le monde entier, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Le rugby en France, c'est Toulouse. Voilà, le reste, ils ne connaissent pas. Il y a d'autres clubs, il n'y a pas que Toulouse. Mais c'est le modèle qui est international, quoi. C'est le club référence dans tous les pays. Ah ben maintenant, ouais, tu te dis que le stade, s'ils en sont où ils en sont aujourd'hui, même avec des hauts débats, hein, c'est que ouais, on était au début, même sur la façon de jouer, même sur l'état d'esprit. On a relancé ce club au niveau des trophées, quoi, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de trophée au Stade Toulousain. Ouais, oui, c'est vrai, bon, on a été les pionniers, mais bon, les mecs qui sont arrivés derrière, chapeau, quoi. Hein. Quand je vois les Thomas Castagnet, tout ça, il y a eu des joueurs au Stade Toulousain extraordinaires. Donc on a été les premiers, et on en est fiers. Mais bon, c'est tellement vieux qu'il n'y a plus que nous qui y pensons. On n'a rien inventé, mais c'est ce groupe-là, c'est les personnes qu'il y avait autour de nous, c'est Jean Fabre, c'est Pierrot, Villepreux, avec Jean-Claude Scrella, c'est Robert Bru, qui ont lancé, qui ont mis en place cette idée de jeu. Tout est perpétué, tout continue, avec des règles qui ont changé, avec un état d'esprit qui a changé, avec une vie rugbystique qui a changé. Ils sont restés sur ces principes-là, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial.